Non, je crois que ça va aller comme ça, de toute façon. Alors bon, mais c'est un peu une des ambitions que clôturer, de faire le bilan des choses et de faire un peu le rappel de tout ce qui a été dit. Alors, de toute façon, je ne vais pas faire le rappel de tout ce qui a été dit, je vais sortir un certain nombre d'éléments de ce que j'ai entendu ce matin, y compris en me baladant dans les deux séances d'exposé de relations d'expérience, en fait. Alors, bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi j'ai entendu des tas de choses importantes, extraordinaires, que j'ai appris des choses, que j'ai bien réalisé, effectivement, que... C'est pas un lama comme le chez Capitaine. Alors ça va. Donc effectivement, il y a, je pense, la première chose qui est assez qui est importante et pour laquelle je trouve que c'est assez important que ce genre de journée d'échange existe, c'est qu'effectivement, on est tous des enseignants, des formateurs, qu'on est tous des professionnels, qu'on a derrière nous des expériences, du bagage, des idées, qu'on est prêt à les partager, à les mettre en commun, et que c'est quand même une des parties importantes à la fois de notre métier, la richesse de notre métier et de la richesse de ces journées-là. Donc là, je trouve, de ce point de vue-là, je trouve déjà extrêmement réussi. Donc voilà, donc je voulais vous le dire. Je repars chez moi content, je suis content d'être levé, de m'être levé, je suis content d'être venu, et je repars encore plus content. Voilà. Et j'espère que ce sera la même chose pour vous. Alors après ça, ce qui est important, bon, la thématique c'était l'hybridation. J'ai repris des tas de petites notes comme ça au vol, mais c'est un peu pas vraiment organisé, pas vraiment structuré. La première chose, je pense, c'est que l'hybridation à la fois devient quand même largement une injonction relativement importante. C'est vraiment une énorme contrainte à la fois institutionnelle, l'institution se faisant elle-même l'écho de préconisations qui lui viennent d'ailleurs. Et qu'après ça, j'ai entendu dans l'amphi à propos du portefeuille, du portfolio et de Mahara, quelque chose qui était pour moi absolument important, c'est qu'effectivement, finalement, l'enseignant, à un moment donné, il se débrouille avec ce qu'il a, quoi. Il est obligé de ruser. Je ne sais plus à quel moment ça a été dit, mais effectivement, à un moment donné, il faut faire avec, et puis on se débrouille, et puis on aménage, et puis voilà. Parfois, il y a des choses qu'on n'entend pas, ou qu'on dit qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas lu. Voilà. Donc, il y a effectivement ces trois niveaux qui paraissent quand même extrêmement importants. Et je pense que comme tout travail propre à l'intégration de l'innovation, ben, ça se situe entre les trois. Et les enjeux, les contradictions sont parfois importantes. Et c'est parfois difficile de faire ce qu'on veut. Parfois, on dit... effectivement, pour vivre heureux, pour faire ce que je veux, vivons cachés. Effectivement, elle manque une partie à son boulot puisqu'on ne communique pas et que voilà. Donc, enfin, on est dans cet ensemble de contradictions, dans cet ensemble de difficultés entre ces trois instances qui globalement gouvernent notre pratique. Et par ailleurs, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que c'est au niveau de la pratique des enseignants que c'est là qu'on voit qu'il y a plus de choses qui bougent et que c'est là qu'il y a effectivement, malgré les difficultés, il y a énormément de choses qui se font, qui se mettent en œuvre. Donc ça, c'est une première chose. Alors la deuxième chose, ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même entendu, et qui est important, c'est qu'effectivement, l'hybridation est quelque chose à la fois qui normalement ne devrait pas être normatif, puisque l'hybridation, c'est quelque chose qui est protéiforme, hein, donc ça a des tas de formes différentes. L'issue va montrer un certain nombre de dispositifs. On a dit que chacun, à certains moments de son boulot, pouvait mettre en place un type de dispositif particulier, etc. Et donc, je pense qu'il y a énormément de place, au fond, pour l'imagination, pour l'innovation en tant que création. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est important. Et je pense que les dispositifs qui sont mis en place le montrent aussi. Après, je me disais aussi des choses qui sont importantes et qui sont venues principalement à l'écoute des deux ateliers de restitution de cet après-midi, et qui étaient d'ailleurs, au fond, quand j'ai présenté là, très vite les images et les transparences ce matin, il y avait un grand tableau, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai dit ça, je ne vous montre surtout pas, c'était au fond... C'était les variables d'analyse des dispositifs hybrides, avec effectivement des variables d'entrée qui sont des variables contextuelles, les représentations des enseignants, les représentations
des étudiants, les contraintes institutionnelles, enfin toutes ces choses-là, les variables intermédiaires qui sont effectivement le dispositif tel qu'il fonctionne, et puis avec derrière les variables de sortie, donc les effets, ce qu'on attend, un certain nombre, ce qu'on appelle des extrants. Bon voilà, je ne vais pas faire des grands détails là-dessus, mais ce qui est important, c'est que dans les variables intermédiaires, autour des dispositifs hybrides qu'on met en place, il y a deux choses qui sont essentielles et dont on a beaucoup parlé dans l'après-midi. C'est l'expérience d'apprentissage, ça veut dire comment l'apprenant vit son rapport au dispositif et à la formation, et puis les expériences d'enseignement, ça veut dire comment l'enseignant vit son rapport au dispositif et à ce changement de pratique. Voilà, et donc c'était très présent, je trouve, cet après-midi, ces notions d'expérience d'apprentissage et d'expérience d'enseignement. Et je pense que c'est aussi important parce que ça nous éloigne d'une certaine façon des évaluations assez classiques, assez traditionnelles qui sont faites en termes de performance de nos apprenants, de nos étudiants, sur la base de tests de restitution standardisés, scorés, et dont on sait de toute façon qu'avec ou sans technologie, ça fait 60 ans qu'on dit qu'au fond, ces tests-là ne montrent rien sur les effets des dispositifs. Puisque, a priori, ils analysent de toute façon toujours les mêmes choses, indépendamment de la façon dont les choses se font, dont le processus et l'expérience s'évoluent. Donc voilà. Alors, une chose dont on a beaucoup parlé aussi ce matin, c'est la question de l'alignement. Alors, c'est vrai que les alignements, c'est quand même un moyen extrêmement facile et indispensable pour s'orienter quand on navigue. Voilà, donc les alignements, c'est important. Et c'est vrai que cette idée d'alignement, je pense qu'elle est importante pour l'évaluation, elle est importante évidemment pour l'évaluation. Je ne sais pas ce qui a dit, mais on ne va pas se regarder et puis on va pas savoir, on ne va pas demander qui évalue une pédagogie de projet à travers un QCM. Donc, ça nous a bien fait rire ce matin et ça nous fera rire encore quelques jours chez nous. Mais c'est vrai que une des grandes difficultés des dispositifs hybrides et des dispositifs qu'on met en place qui sont collaboratifs, qui sont des pédagogies de projet, qui travaillent beaucoup sur les façons de faire et sur la façon dont un apprenant s'approprie et reconstruit un savoir pour lui à travers une expérience individuelle et de groupe. Je crois que c'est Karine qui disait on apprend toujours, apprendre c'est toujours quelque chose, un travail d'un individu, mais ça ne se fait jamais seul. Hein. Il disait un truc comme ça, enfin bon, un peu de mémoire. Et donc, au fond, la grosse difficulté, c'est comment est-ce qu'on prend en compte l'évolution de ces scénarios dans l'évaluation pour la rendre et pour rendre cet alignement possible. Alors c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une question qu'on a complètement éludée, et qui va revenir en force, et que je pense que vous connaissez tous, c'est la question du temps qu'on a pour l'innovation. Dans notre métier, dans notre pratique aujourd'hui, ça prend énormément de temps. Alors, vous savez, avec Claire Pelletier, pendant 5 ans, je crois, on a fait un cours de bac 1 sur l'introduction à l'usage des nouvelles technologies. Ils étaient, je crois, entre 160 et 180. On travaillait en pédagogie de groupe, donc on avait des groupes de 3 à 6. Ils faisaient un journal de bord qu'on lisait toutes les semaines. On prenait en compte dans l'évaluation, mais c'est à la fois pour nous, c'est un travail qui est monumental. Et à la fois, puisque nous, on travaillait en crédit CTS, on disait, écoutez, voilà, vous avez 30 crédits, vous avez 6 crédits, 6 x 30, ça fait 180 heures de travail réel, que vous ferez sur l'année. Puis on nous disait après, vous savez, si tous les gens nous demandaient de faire ça, nous, on devrait travailler toute l'année comme un temps plein. Alors on s'est regardé un peu bizarre en disant, il n'y a pas de raison qu'une année universitaire ne soit pas un travail à temps plein à raison de 35 ou 40 heures semaine. Ça, c'est sans doute une vieille conception aussi de la culture universitaire, où quand on sortait du secondaire, on était extrêmement heureux parce que c'est le seul endroit où on pouvait réussir sans jamais aller au cours. En gros, je pense que ça fait encore partie d'un certain imaginaire de l'université. Mais voilà, donc au fond, je pense que cette question de l'alignement est extrêmement importante, et je pense qu'on a énormément de difficultés
au-delà de l'anecdote et de ce qui nous fait rire sur l'évaluation, il y a effectivement comment est-ce qu'on peut objectivement prendre en compte ce type de nouveaux scénarios pédagogiques, comment est-ce qu'on les évalue, qu'est-ce qu'on fait de l'évaluation avec les pairs. Nous, on a essayé de faire l'évaluation avec les pairs, on a essayé de prendre en compte l'évaluation avec les pairs dans l'évaluation standard. C'est extrêmement biaisé parce que les gens ils savent bien que si ils évaluent mal quelqu'un à l'intérieur, leur tour du bâton ça va être pour eux. Donc effectivement il y a des effets de complaisance qui sont... Enfin, voilà, donc je pense que c'est extrêmement compliqué et que l'alignement, s'il est fondamental, il pose un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas encore résolus et que je pense que, quand je parlais de la forme universitaire ce matin en me disant laquelle je ne connais pas bien, mais je pense que il y a une partie des innovations qu'on peut faire, ou du potentiel d'innovation qu'amènent ces dispositifs, qui se fait universitariser, je ne sais pas si on peut dire ça, quoi, mais qui se fait absorber naturellement à travers une espèce de forme universitaire qui finit par le digérer, par le lisser. Donc je pense qu'il y a un lycée en fonction d'un lissage, comme on lisse une courbe, donc on aplanit les rugosités, et puis finalement, pour que ça fonctionne et que ça se routinise à un moment donné, il y a vraisemblablement une série d'aspérités qui disparaissent et qui passent au bleu, et on perd vraisemblablement une partie de ce potentiel d'innovation. Voilà, ça c'était une des idées que j'avais. Donc j'ai parlé du temps. On a dit ce matin aussi une chose qui me paraissait importante, je pense, c'est qu'au fond, il y a toujours, je pense à ce que Pierre Meuglin appelait à la fois les continuistes et les discontinuistes. C'était un texte qui date de, je sais pas, de 2010, c'était dans un bouquin de Baron et Brouillard. En fait, il avait un texte sur l'intégration des 10. Il dit, ben voilà, au fond, il y a des gens qui pensent que chaque innovation s'inscrit dans un certain continuum par rapport à une histoire, par rapport à une évolution, etc. Et puis il y a des gens qui pensent qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on part de zéro. Et au fond, ce qu'on disait ce matin, c'est aussi, il y a cette espèce de... On est dans un domaine qui n'a pas beaucoup de mémoire, en fait, qui n'a pas de mémoire de son histoire et de sa recherche. Je pense pour des tas de raisons, en partie parce que les innovations vont extrêmement vite, qu'ils n'ont jamais le temps de se stabiliser, que les injonctions institutionnelles changent au fur et à mesure que les directions de département changent, que chacun veut laisser son empreinte. Effectivement, ça c'est des choses que vous connaissez relativement bien, je pense. Et du coup, on a souvent la tentation d'imaginer qu'à la fois, chaque fois qu'il y a un objet nouveau qui entre dans notre univers, dans l'univers de notre environnement de formation et d'apprentissage, au fond, toutes les questions reviennent, et ce sont toujours les mêmes questions, mais c'est chaque fois différent, on oublie qu'elles ont déjà été posées, qu'on a déjà eu des... Enfin, on a oublié un peu notre passé. Voilà. Et du coup, une des grandes questions qu'il y a derrière ça, c'est que c'est sans doute qu'on est aussi on a souvent tendance à avoir une perspective qui est extrêmement technocentrée. Et c'est souvent la perspective technocentrée qui nous fait penser que finalement, chaque nouvel objet amène de nouvelles problématiques, et que ces problématiques nouvelles sont extrêmement différentes de celles qu'il y avait précédemment, et donc ça ne vaut plus la peine de se préoccuper de ce qu'on avait fait avant. Sur des nœuds comme ça, c'est extraordinaire. Au moment où les MOOC sont arrivés, en gros année 2000, quoi. Enfin 2010, 2008, enfin bon, dans ces années-là, quand ça a commencé à se développer, on a retrouvé des discours extraordinaires sur la technologie qui allait résoudre les problèmes de massification de l'enseignement. On a retrouvé tous les discours qu'on avait pu lire au moment de la télévision par satellite dans les années 80, donc satellite Astra, enfin toutes ces choses-là pour les gens qui ont eu la chance d'avoir les cheveux gris en même temps que moi, comme disait Didier ce matin. Mais voilà, et finalement, qu'ont fait les dispositifs techniques ou technopédagogiques des vidéos qui sont devenus le cœur des MOOC, c'est font figer sous un couvert d'un discours innovant, extrêmement virulent, extrêmement prosélyte, des formes de transmission de connaissances et de savoir qui sont je ne vais pas dire héréditaires, mais dont on a hérédité depuis des siècles et des siècles. Quoi. Voilà. Et donc on est dans ces deux contradictions. Alors qu'est-ce que j'avais aussi relevé qui me paraissait important. Il y a une question qui avait été posée ce matin, je ne sais plus, je crois que c'est la collègue qui animait l'atelier sur Mahara, en fait, qui avait posé la question, c'était quels sont
Ah ben voilà, oui, oui. Mais tout ce matin, vous étiez là. Normalement, les enseignants, c'est comme les élèves, ils s'asseyent le matin à un endroit, et l'après-midi, ils reviennent au même endroit. J'ai compris ça cet après-midi. Alors, c'est effectivement la question de la plus-value, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme plus-value? Alors, on a parlé, je pense qu'il y a énormément de plus-values qui se font, on l'a dit, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la plus-value, c'est pas seulement sur l'apprentissage, hein, c'est effectivement sur l'autonomisation, c'est sur la confiance en soi, c'est sur la confiance dans les autres, c'est sur des compétences transversales, etc. On a beaucoup parlé dans les deux groupes, au fond, de quelque chose qui est extrêmement important dans l'animation des communautés de pratique, c'est le sentiment de confiance, la capacité à un moment donné d'aller dire, ben, effectivement, je viens, je suis capable de me tromper, je suis capable de montrer mes erreurs, et au fond, on ne se trompe jamais, on apprend toujours, quoi. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Il n'y a pas d'erreur, chaque fois, j'apprends quelque chose, quoi. Et qui se fait sur une espèce de confiance construite avec le temps, etc. Donc je veux dire, il y a une multitude de plus-values dont je pense qu'on n'a pas encore fait le tour complètement, mais c'est là-dessus que je reviens sur les questions d'évaluation. Je pense qu'effectivement, les aspects les plus fondamentaux sont peut-être sur la manière de faire que sur les contenus finalement ou les compétences qui elles sont, c'est pas qu'elles n'ont pas d'importance, quoi, tout au contraire, mais qui effectivement sont peut-être pas l'essentiel de l'innovation. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Alors on a dit alors il y a une chose qui est aussi importante, c'est que parce que j'ai pensé quand je ne sais plus qui, je crois que c'est aussi Didier qui disait ce matin, puis on l'a redit, je crois, dans l'après-midi, c'est sur le fait qu'au fond, c'est toi, Jean-Jacques, qui disait à un moment donné, mais moi, quand je suis en présence, j'utilise la distance, quoi. C'est juste un. Voilà. Et en fait, je pense que une des façons aussi qui est quand même, dans cette dichotomisation qui, à mon avis, est une erreur entre la présence et la distance, je pense que ce qui arrive de plus en plus, c'est une espèce d'intrication, de tricotage, en fait, entre ce qui est de la relève de la distance et de la présence. Donc je pense qu'il faut être plus fin sur ces oppositions-là, et je pense qu'effectivement, c'est vrai que nous on a fait aussi à Genève des visioconf dans des amphis avec des collègues qui venaient de Barcelone ou du Québec, que les gens travaillaient, ils faisaient dans l'amphi des cartes conceptuelles en ligne, en groupe, les choses s'appuient. Donc au fond, c'est vraiment une espèce de tricotage entre les types d'activités dans une complémentarité qui dépend effectivement, on l'a rappelé pour les e-portfolios, mais selon les objectifs qu'on a, on fait les scénarios qu'on veut, quoi, en fait, voilà. Et je pense qu'on doit avoir une certaine souplesse, en fait, de liberté, de créativité dans ces usages. Alors je voulais, Geneviève Jacquinot, elle disait, dans 81, elle disait, on demande des inventeurs. Je pense qu'on demande toujours des inventeurs. Et je vous souhaite de continuer à inventer. Merci. Avant de vous quitter, je voulais faire peut-être 3 petites remarques. Ça va pas être long. Puis vous remercier. Première remarque je dirais sur la formation hybride. Vous avez compris au cours de la journée que ce n'est pas une solution miracle. C'est pas on a trouvé un objet technique et puis top, ça y est, on va régler tous nos problèmes. Moi je pense que l'hybride ça a du sens. Il faut que ça ait du sens. Ça a du sens parce que ça répond à des questions qui restent vives, qu'on se pose et qui tournent autour de l'assouplissement et de la diversification des modalités de nos formations. Et je pense que la question se pose autant en formation initiale qu'en formation continue. Voilà. Deuxième point, moi je dirais aussi, je rebondirai sur ce que tu as dit en citant Geneviève Jacquinot, moi je dirais vive l'expérimentation. Et notre rôle à nous, ici à l'ESP, c'est d'affirmer ici aussi un droit à l'expérimentation et de permettre ce droit, l'exercice de ce droit. Et je pense, Michel insistait à juste titre sur l'accompagnement.
on vous doit plus que la lumière, je dirais. Il faut aussi que l'accompagnement suive et que les gens qui aient envie d'expérimenter trouvent les conditions pour le faire. Voilà, deuxièmement. Et troisièmement, quelque chose qui me tient à cœur aussi, puisque c'était au cœur de tous les échanges ici, sur les liens terrain-recherche. Vous savez, parfois, ils sont présentés un peu de façon caricaturale. C'est pas l'un qui se contente de regarder ce que fait l'autre. Moi, je pense que c'est une série d'allers-retours qui nourrissent l'un et l'autre. Tout cela, à mon sens, dans des approches pluridisciplinaires, avec une diversité des objets, une diversité des approches, une diversité des méthodes, que le chercheur ne se substitue pas au praticien, même s'il est parfois les deux, hein, il va avoir aussi une double casquette. Et je dirais, pour finir, qu'il y a une place pour chacun, et chacun a sa place dans ce domaine. Ça me semble un élément très très important. Voilà. Ceci étant dit, moi je me réjouis beaucoup de la participation qui a été nombreuse et très active à la fois à la matinée aux deux ateliers qu'on a organisés en parallèle cet après-midi avec les deux restitutions de grande qualité, que j'ai beaucoup apprécié. Donc je remercie vraiment très chaleureusement l'ensemble des intervenants, que ce soit ceux du matin, ceux de l'après-midi, avec notre fil rouge, notre fil conducteur Daniel Parada, que je remercie infiniment parce qu'il joue un rôle important dans tout ce dispositif. Et puis je tiens aussi à remercier Michel Després, qui porte cette action vaillamment dans la maison, et je pense que voilà, ça tient aussi à des personnes, hein, c'est pas que l'institution qui tient tout toute seule, et je pense qu'il faut, et je la remercie chaleureusement, je lui suis très reconnaissant. Merci Michel. Comme on disait, du temps de Canal+, du temps de sa splendeur, vous pouvez maintenant vaquer à vos occupations. On arrête de vous embêter.